Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur le toit de la petite maison des Carter, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. À l'intérieur, le salon était plongé dans une lumière terne, filtrée par des rideaux gris que personne n'avait ouverts depuis l'enterrement. Le parquet ancien craquait sous les pas lourds des policiers. Chaque craquement semblait résonner trop fort dans le silence. Assise sur le canapé, Emily Carter, 8 ans, ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle regardait fixement le sol. Sa mère, Laura, avait les yeux rouges, les mains crispées sur un mouchoir froissé. Elle venait de répéter pour la 3e fois que son mari, Daniel Carter, était mort dans un accident de chantier. Un accident, tragique, instantané, sans souffrance. Des mots appris par cœur, répétés mécaniquement, comme pour se convaincre elle-même. « Ma fille n'a pas dormi depuis 2 semaines, murmura Laura. Elle parle toute seule la nuit, elle dit qu'elle entend son père. » L'un des policiers soupira doucement. Il avait déjà vu ça. Le deuil, chez les enfants, prenait parfois des formes déroutantes. « Émilie, dit-il en s'accroupissant à sa hauteur, tu sais que ton papa est au ciel, n'est-ce pas ?» La fillette leva lentement les yeux. Dans son regard, il n'y avait ni peur, ni confusion. Seulement une certitude troublante. « Papa n'est pas mort, dit-elle calmement. Il est sous le plancher. » La pièce sembla se figer. Un agent ricana nerveusement. Un autre échangea un regard gêné avec sa collègue. Laura porta une main à sa bouche. « Émilie, ce n'est pas drôle, » sanglota-t-elle. Mais la petite secoua la tête. La nuit, quand tout le monde dort, il frappe. 3 fois. Toujours pareil. Elle posa son petit doigt sur une latte précise du parquet, près de la table basse. Là. Le policier sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et, quand est-ce que tu entends ces coups ?» Émilie hésita, puis chuchota. « Quand maman pleure. Quand elle croit que je dors. » Un silence épais tomba sur la pièce. On n'entendait plus que la pluie, et soudain, un bruit sourd, presque imperceptible. Toc. 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 Les policiers se figèrent. Laura devint livide. « Vous avez entendu ?» murmura-t-elle. Le chef d'équipe posa lentement sa main sur le parquet. Le bois vibrait à peine, comme un cœur fatigué qui refusait de s'arrêter. Il se releva, le visage grave. « Apportez les outils. » Émilie serra son ours en peluche contre elle et souffla, soulagée. « Je vous l'avais dit. Papa attend. » 2 semaines plus tôt, le cercueil de Daniel Carter descendait lentement dans la terre humide du cimetière de Maplewood. Il pleuvait ce jour-là aussi. Une pluie fine, insistante, comme si le ciel refusait d'accepter ce qui se passait. Le cercueil était scellé. Aucun adieu. Aucun dernier regard. Laura se souvenait encore de la sensation étrange qui lui avait serré la poitrine lorsque le responsable des pompes funèbres lui avait annoncé, d'un ton trop neutre. Le corps est trop endommagé. Il vaut mieux garder le cercueil fermé. Elle avait hoché la tête, incapable de protester. Tout allait trop vite. L'accident sur le chantier. L'appel paniqué. Le rapport officiel. La mort, instantanée. Mais quelque chose sonnait faux. Émilie, elle, n'avait pas pleuré pendant la cérémonie. Elle se tenait droite, la main serrée dans celle de sa mère, les yeux fixés sur la fosse. Pas sur le cercueil. Sur la terre. Pourquoi papa est dans une boîte si on ne peut pas le voir ? Avait-elle demandé en chuchotant. Laura n'avait pas su quoi répondre. Cette nuit-là, Émilie se réveilla en hurlant. Papa ne dort pas. Il est enfermé. Laura accourut, le cœur battant, croyant à un cauchemar. Elle serra sa fille contre elle, lui caressa les cheveux, répéta les mots qu'on lui avait appris à dire. Papa est parti, il ne souffre plus. Mais Émilie secouait la tête avec acharnement. Il frappe, maman. Il frappe comme quand il voulait qu'on ouvre la porte. 3 coups. Daniel avait toujours frappé 3 fois. Jamais 2. Jamais 4.
Les nuits suivantes, Émilie se leva plusieurs fois, pieds nus sur le parquet froid, s'agenouillant près du salon, l'oreille collée au sol. Laura la retrouvait là, immobile, murmurant. « Chut, il parle. » Laura commença à douter d'elle-même. Elle aussi se réveillait parfois, persuadée d'avoir entendu un bruit sourd, étouffé, venant de sous la maison. Mais elle se répétait que ce n'était que le vieux bois, la dilatation, la fatigue, le chagrin. Jusqu'au jour où Émilie dessina. Sur la feuille blanche, il n'y avait pas de soleil. Pas de maison entière. Seulement un homme, allongé sous des planches de bois, les mains ensanglantées, le visage tourné vers le haut. Au-dessus de lui, une petite fille écrivait maladroitement. « Papa est là. » Laura sentit ses jambes flancher. « Émilie, qui t'a montré ça ?» La fillette leva les yeux, sérieuse. « Personne. C'est papa qui me l'a dit. » C'est ce jour-là que Laura appela la police. Pas parce qu'elle y croyait vraiment. Mais parce qu'une peur plus grande venait de naître en elle. Et si Daniel n'avait jamais quitté la maison? Les policiers revinrent à la maison des Carter en début d'après-midi. Le ciel était couvert, l'air lourd, comme si l'atmosphère elle-même pressentait ce qui allait être révélé. Le salon semblait plus petit que dans leurs souvenirs. Plus étouffant. Le chef d'équipe, l'inspecteur Harris, s'agenouilla et examina le parquet. Les lattes étaient anciennes, mais certaines étaient légèrement plus claires que les autres. « Quelqu'un a remplacé une partie du plancher récemment, » dit-il à voix basse. Laura sentit un frisson lui glacer la nuque. Daniel voulait rénover, répondit-elle machinalement. Mais sa voix manquait de conviction. Émilie entra pieds nus dans la pièce. Elle ne pleurait toujours pas. Elle s'approcha lentement et s'arrêta exactement au même endroit que la veille. « C'est ici, » dit-elle. Il est fatigué. Les policiers échangèrent un regard. Harris fit signe à son équipe. On enlève une latte. Le premier coup de pied de biche résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Le bois céda avec un gémissement sec. Une odeur de terre humide s'échappa aussitôt, lourde, récente. « Ce n'est pas normal, » murmura un agent. La terre a été retournée. Laura porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait traverser sa poitrine. Un policier planta la pelle. Clac. Quelque chose de dur. « Attendez, » dit Harris. Ils dégagèrent la zone avec précaution. À mesure que la terre disparaissait, l'air devenait plus froid, plus lourd. Émilie recula d'un pas, serrant son ours contre elle. « Papa a peur quand vous tapez trop fort, » murmura-t-elle. Soudain, toc. Un bruit sourd, étouffé, venant du sol. Les policiers se figèrent. Toc. Toc. 3 coups. Lents. Désespérés. Laura tomba à genoux. Daniel, souffla-t-elle. Harris posa sa main sur le sol. Il sentit une vibration. Faible, mais bien réelle. Appelez une ambulance. Maintenant. Les agents se mirent à creuser frénétiquement. La terre volait, les respirations étaient saccadées, le silence n'était brisé que par les pelles et les battements affolés des cœurs. Puis une main apparut. Sale. Amaigrie. Tremblante. « Il est vivant !» cria quelqu'un. Émilie s'avança, les larmes aux yeux pour la première fois. « Je savais que tu répondrais, papa. » Quand le visage de Daniel Carter apparut enfin, couvert de terre, les yeux injectés de sang, un souffle rauque s'échappa de sa bouche. Il respirait. De justesse. Et dans son regard, il n'y avait pas seulement de la peur. Il y avait une vérité terrifiante qui attendait d'être racontée. L'ambulance hurla dans la rue étroite, brisant le silence pesant du quartier. Les voisins, attirés par les gyrophares, regardaient la scène sans comprendre. Personne n'aurait jamais imaginé qu'un homme pouvait être enterré vivant, sous sa propre maison. Daniel Carter était allongé sur un brancard, le corps couvert de terre, les lèvres craquelées, la peau collée aux os. Chaque respiration semblait lui coûter un effort immense. Laura marchait à côté de lui, tenant sa main, incapable de parler, incapable même de pleurer. À l'hôpital, les médecins furent stupéfaits.
Il a survécu avec très peu d'oxygène, dit l'un d'eux. Encore quelques heures, et... Personne ne termina la phrase. Quand Daniel reprit conscience, la première chose qu'il fit fut de chercher Émilie du regard. « Ma petite étoile », murmura-t-il faiblement. Émilie grimpa sur le lit, ignorant les protestations de l'infirmière, et se blottit contre lui. « Je t'ai entendu, papa. Tous les soirs. » Daniel ferma les yeux. Une larme sale glissa le long de sa tempe. Plus tard, face à l'inspecteur Harris, Daniel raconta enfin ce qui s'était réellement passé. L'accident, sur le chantier était une mise en scène. Son associé, Mark Reynolds, croulait sous les dettes. Daniel avait refusé de falsifier des rapports de sécurité. Le chantier devait être fermé. L'assurance ne devait rien payer. Alors Mark avait décidé de l'effacer. « Il m'a frappé derrière la tête », murmura Daniel. « Quand je me suis réveillé, je ne pouvais plus bouger. » Un médecin corrompu avait signé un faux certificat de décès. Daniel, inconscient, avait été déclaré mort. Pas à l'hôpital. Pas à la morgue. Mais dans sa propre maison. Ils ont soulevé le plancher pendant que Laura était chez sa sœur, expliqua-t-il. Ils ont creusé vite. Ils pensaient que je ne me réveillerais jamais. Sa voix se brisa. Mais je me suis réveillé dans le noir. Sans air. J'ai crié jusqu'à m'arracher la gorge. Il expliqua comment il avait économisé chaque souffle, comment il frappait le sol seulement la nuit, quand tout était silencieux. Je frappais 3 fois. Pour Émilie. Harris serra les poings. Reynolds a fait une erreur, dit-il. Il vous a enterré au seul endroit où quelqu'un pouvait encore vous entendre. Daniel tourna la tête vers sa fille. Elle m'a sauvé la vie. Dans le couloir, Laura s'effondra enfin en larmes. Pas seulement de douleur. De rage. Car maintenant, elle le savait. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre. Et quelqu'un allait payer. L'arrestation de Mark Reynolds eut lieu à l'aube, à l'aéroport international. Il portait une valise légère et un passeport flambant neuf. Il n'eut pas le temps de franchir le contrôle de sécurité. Quand les menottes se refermèrent sur ses poignets, il comprit que le silence qu'il avait imposé à Daniel venait de se retourner contre lui. L'enquête révéla rapidement l'ampleur de la trahison. Faux certificats médicaux, corruption, détournement d'assurance, tentative de meurtre. Chaque pièce du puzzle trouvait sa place, implacablement. Au procès, la salle était comble. Daniel entra lentement, appuyé sur une canne. Son regard croisa celui de Mark. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y en avait plus besoin. Puis ce fut au tour d'Émilie. La petite fille monta à la barre, les pieds ne touchant presque pas le sol. Le juge s'adoucit malgré lui. « Pourquoi as-tu insisté pour dire que ton père était vivant ?» demanda-t-il doucement. Émilie réfléchit un instant. Parce qu'il frappait comme quand il rentrait à la maison. Et parce qu'un papa ne part pas sans dire au revoir. Un murmure parcourut la salle. Certains jurés essuyaient déjà leurs larmes. Le verdict tomba comme un couperet, réclusion à perpétuité. Des mois plus tard, Daniel rentra enfin chez lui. La maison avait changé. Le plancher du salon avait été entièrement refait, sauf une petite latte, laissée volontairement intacte. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière, Daniel s'agenouillait près de sa fille. « Tu veux que je frappe ?» demandait-il en souriant. Émilie hochait la tête. Alors il frappait doucement le parquet. 3 coups. Pas pour appeler à l'aide. Mais pour rappeler une vérité simple et puissante. Tant que quelqu'un écoute. Personne n'est vraiment enterré.